Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 25 juin. Cette fois, je ne vais pas me tromper. June 23rd. I'm not gonna make a mistake again. Yeah, we're good. Oui, tout va bien. Miranda et moi, on va pas te laisser oublier ça. Tu sais, on est dimanche et toi tu dis que c'est samedi. Là, on se dit, bon, le gars bosse trop, alors qu'en fait, c'était lundi. Which in fact was Monday. Ouais. Yeah, Which was C'était le lundi de Miranda. Monday. yeah. Miranda's Oui, pour Miranda, c'est lundi. Pour moi, c'est dimanche. Et toi, tu pensais que c'était samedi. Oh là là. Oh my God. So, but today. Mais aujourd'hui, on est mardi 23 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Welcome back, Larry. He's back. Okay, we got Il est de retour. blue shirt theme today. So, Bon, on reste dans le thème des chemises bleues aujourd'hui. Vous savez, je ne vais pas dire qui, mais quelqu'un sur cet appel a oublié de mettre sa chemise au début et a dû filer en vitesse pour aller la chercher. Donc je m'excuse pour ça. Voilà. apologize for that. See, Larry, let me start with the case of Lebanon. Larry, je voudrais commencer par le cas du Liban, qui est l'un des principaux sujets des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Hier, un journaliste a demandé à Donald Trump quelle était sa position sur ce que Benjamin Netanyahou dit au peuple israélien en refusant en gros de se retirer du Liban. Voici comment Donald Trump a répondu. Or withdraw from Lebanon. Here is what Donald Trump responded. Here's another beauty. What's this one? Well, It is a real beauty. earlier Go ahead. today, the Israeli Voici ce qu'a dit Donald Trump. Aujourd'hui, nous avons appris quelque chose du président du Liban. Il dit que le retrait total des forces israéliennes du Liban est nécessaire. Rien de moins que ça. D'après votre connaissance du Liban, qu'est-ce que cela signifie quand le président libanais fait une telle déclaration? Parce que, personnellement, je ne l'ai jamais entendu parler de cette façon du retrait des forces israéliennes du territoire libanais. Quelle est votre interprétation? Lebanon to be, withdrawn from Lebanese territory. Your understanding, Larry. boy, got to go back into history. Eh bien, il faut remonter un peu dans l'histoire. Lebanon is La présence israélienne au Liban, ce n'est pas nouveau. En fait, j'ai dû faire quelques recherches supplémentaires là-dessus et j'ai été un peu surpris. so back in Donc en 1982, quand les Israéliens ont envahi le Liban et sont montés jusqu'à Beyrouth, they quote ils se sont entre guillemets retirés de Beyrouth, mais ils ont établi une zone de sécurité à la frontière sud. En gros, je dirais que depuis presque 40 ans, ils contrôlent une partie du Liban le long de la frontière nord avec Israël. Ils n'ont donc jamais vraiment abandonné ce territoire. Et il y a eu une période, je crois que ça s'appelait l'armée du Liban libre, je peux me tromper, mais ils s'étaient alliés avec elle. Au départ, c'était dirigé par un chrétien maronite, mais il y avait aussi des soldats chiites. But it also had Shia soldiers, and so it was not just it wasn't a Shia versus. Donc ce n'était pas seulement une histoire de chiites contre chrétiens. C'était assez confus. Ensuite, le Hezbollah a chassé cette armée et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans le nord d'Israël. Depuis, il y a eu des allers-retours. Mais le fait est que le sud du Liban est un territoire disputé entre Israël, le Liban et le Hezbollah depuis 44 ans. C'est la réalité. Alors voir Aoun faire une déclaration comme celle-là, je trouve que c'est assez significatif. Parce que maintenant, ça va mettre une pression internationale sur Israël. Ce n'est pas seulement le Hezbollah, mais on leur dit clairement de se retirer. Je suis sûr qu'ils vont aussi essayer d'utiliser ça pour faire pression sur le Hezbollah afin qu'il, soi-disant, se retire du sud du Liban. Sauf qu'ils y vivent. C'est chez eux. Donc, ils ne le feront pas. That's been their home. So they're not going to do that, and the Lebanese army is not strong enough to make them. Et l'armée libanaise n'est pas assez forte pour les en empêcher. Donc ça va continuer. Le point clé, c'est de ramener Israël dans le nord du pays. Is the key. Ryan Dawson a dit hier soir, je ne l'ai pas encore vérifié, mais bon, Ryan n'invente pas des choses. Il est vraiment fiable quand il s'agit d'informations. D'après lui, les Israéliens auraient commencé à dire aux colons, à ceux qui avaient quitté le nord d'Israël, qu'ils pouvaient rentrer. Alors si on dit aux colons de revenir, ça veut dire qu'ils sont plutôt confiants que le Hezbollah ne va pas relancer de nouvelles attaques de roquettes ou de missiles sur ces zones.
En réalité, le Hezbollah n'a pas attaqué de civils, même dans les colonies. Oui, ils attaquent, mais ils visent surtout les postes de sécurité. Donc oui, c'est un développement important. C'est, vous savez, encore une fois, Trump essaye de marcher sur une ligne très fine, ou peut-être qu'il ressemble plutôt à un des Wallenda. Karl Wallenda, c'était un acrobate, un funambule. Vous voyez, on avance pas à pas sur un fil tendu. Eh bien, c'est Trump en ce moment. Il essaie de faire croire qu'il ne libère pas vraiment les fonds gelés destinés à l'Iran, qu'en réalité, ces fonds gelés, c'est l'Iran qui nous aurait donné l'argent et qu'on s'en servirait pour payer les agriculteurs. Mais la réalité, c'est qu'il suffit d'écouter les Iraniens. Eux, ils reçoivent bien cet argent. Et ils n'ont pas reculé d'un centimètre sur leurs exigences. Et Trump, lui, ils sont désespérés à l'idée de garder le détroit d'Ormuz ouvert, parce qu'il faut bien que le pétrole circule à un moment donné. Le fait qu'il soit, entre guillemets, ouvert maintenant, ça ne veut pas dire, et on en parlait encore hier, que le pétrole coule vraiment. Larry, j'ai l'impression que le ton est en train de changer à propos de l'occupation du Liban. Pas seulement du côté de Donald Trump, mais aussi de J.D. Vance, qui a réagi. Je ne sais pas si tu as vu l'extrait. J.D. Vance parle du Liban et d'Israël. Et il dit en gros que le droit à la légitime défense ne s'applique pas seulement à Israël, mais aussi à d'autres États de la région. Voilà ce qu'il a dit. J'aimerais qu'on comprenne ton point de vue sur les propos de J.D. Vance. D'accord. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce que dès le départ, vous vous attendiez à ce que les Iraniens fassent du Liban un point aussi central qu'ils l'ont finalement fait? Et comment décririez-vous les avancées concernant le Liban? Je sais que M. Arachi a parlé de très bons progrès, mais comment vous les qualifieriez? Oui, je dirais que c'est vraiment un très bon progrès. Enfin, regardez, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu régional, d'accord? On veut que le Hezbollah arrête de tirer sur nos amis en Israël. On veut que les Israéliens puissent vivre en paix. Et on veut aussi s'assurer que quand il se passe quelque chose, ça ne dégénère pas en une escalade plus large. Donc je pense qu'on a été plutôt bon pour mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de désescalade. Mais, en réalité, l'idée, c'est que quand un incident se produit, les deux camps se parlent directement. Parfois, vous savez, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Il y a un jeune soldat qui envoie un drone sans l'autorisation du commandement supérieur. Bon, évidemment, Israël doit réagir à ça. Mais parfois, cette réponse, on pourrait en fait avoir une situation meilleure et plus pacifique si Israël réagissait dans le cadre d'une discussion en cours entre l'Hezbollah, le Liban, Israël et d'autres partenaires de la région. Jusqu'à hier, vers 16h, heure de Bergenstock, il n'y avait vraiment aucun mécanisme pour mener ces échanges. C'est à ce moment-là qu'on l'a mis en place. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de dire d'abord qu'Israël, comme tous les autres pays de la région, a le droit à la légitime défense. Mais on veut s'assurer que chacun puisse exercer ce droit, tout en maintenant en arrière-plan un dialogue sur la manière de désamorcer ces conflits, plutôt que de les laisser s'emballer hors de tout contrôle. Parfois, ce qui se passe, c'est que si le conflit devient incontrôlable, c'est pire pour la défense de chacun et pire pour la sécurité de tout le monde. Donc on a mis en place un processus pour éviter justement que cette escalade se produise. Et je dirais qu'on en voit déjà les résultats. Au cours des dernières 24 heures, la situation au Liban a probablement été la plus calme qu'on ait observée. Les 24 heures précédentes étaient déjà plutôt bonnes. Évidemment, il y a eu des tirs, il y a environ 72 heures. Donc c'est un travail en cours, mais ce qu'on a fait, c'est vraiment organiser l'opération de manière à s'assurer que ça ne devienne pas incontrôlable.
Larry, what do you make of it? Because many people are Larry, arguing that it's- qu'est-ce que tu en it is penses? some sort of- Parce que beaucoup de gens disent que tout ça, c'est une sorte de théâtre politique, ce qui se passe en ce moment. Mais si on regarde les signaux qu'on voit, par exemple du côté du président libanais, rien ne l'obligeait à sortir publiquement pour défendre cette position. Il parle d'un retrait total. Et puis on voit Al-Jolani en Syrie dire qu'il faut discuter avec le Hezbollah. Et il ajoute que ce n'est pas seulement une question libanaise. Le Liban, c'est aussi le Hezbollah, qu'ils n'ont pas l'intention d'agir militairement contre le Liban. Ce sont des signes, des indices qu'on peut rassembler. Alors, on peut dire que c'est du théâtre politique, peut-être. Mais toi, comment tu vois la situation dans son ensemble, quand on met toutes ces pièces bout à bout? Eh bien, si on appelle ça du théâtre politique, c'est comme si on faisait semblant. Comme si tout ça n'était qu'une mise en scène, qu'ils ne pensaient pas un mot de ce qu'ils disent, que ça n'avait aucune importance. Donc non, je ne pense pas que ce soit du théâtre politique. Regardons plutôt ce qui s'est passé ces 4 ou 5 dernières semaines, disons les 2 derniers mois, et comment la position du Liban a évolué. Vous vous souvenez quand ils ont rencontré l'envoyé américain, l'ambassadeur Tom Barak? À ce moment-là, la discussion portait sur la manière dont l'armée libanaise allait expulser le Hezbollah. Vous voyez, c'était ça l'idée. Il fallait se débarrasser du Hezbollah et on encourageait un accord uniquement entre Israël et le Liban, sans la présence du Hezbollah. Bon, ça c'est terminé maintenant. Vous savez, ils ont dit, d'accord, ça ne marche pas. Donc on en revient à reconnaître qu'Israël doit quitter le Liban, qu'il doit se retirer et qu'il doit arrêter d'attaquer le Liban. Et le Hezbollah, de son côté, va répondre à la demande de l'Iran de ne pas tirer sur Israël. Le Hezbollah va donc s'organiser pour contrôler le territoire là-bas, dans le sud du Liban. Et quel que soit l'accord trouvé entre le Hezbollah dans le sud et le gouvernement central, ce sera à eux d'en décider. C'est incroyable de voir comment tout ça évolue. Si on remonte un peu, le conflit a commencé par une attaque des phalangistes, les chrétiens, contre un groupe de Palestiniens. Donc selon qui raconte l'histoire, le méchant n'est pas le même. Du point de vue chrétien, il ne faisait que riposter contre un groupe de combattants armés, des miliciens palestiniens, des insurgés palestiniens qui revenaient après avoir attaqué un groupe chrétien. Et du côté du Hezbollah, c'était plutôt « on a des civils qui rentrent simplement d'un match de foot et ils se font attaquer par ces chrétiens. » Alors où est la vérité? Eh bien, j'étais pas là, tu n'étais pas là non plus. Et ça s'est passé il y a 51 ans. Donc au fond, ça n'a plus vraiment d'importance. Pour chaque camp, c'est devenu une sorte d'histoire fondatrice. Et c'est ce qui a fini par justifier ce qu'on a appelé la guerre civile. Officiellement, elle a duré 19 ans, mais honnêtement, elle continue encore aujourd'hui, même si les deux camps ne se tirent plus dessus, ni ne se font exploser. Alors maintenant, avançons un peu dans le temps. Pour la première fois, enfin, pas tout à fait la première, l'administration Trump a fini par reconnaître qu'Israël ne devrait pas bombarder le Liban à ce point-là. Donc, encore une fois, je me demande, est-ce qu'on voit enfin des avancées sur certains des grands dossiers? Quels étaient les points essentiels pour l'Iran? Le premier, c'était la levée des sanctions. Eh bien, certaines ont été levées, pas toutes, mais ils vendent du pétrole. Et quand ils vendent le pétrole, ils gagnent de l'argent. Et ils ne le vendent pas en dollars américains, ils le vendent en yuan. Donc ils gardent cet argent hors de portée des États-Unis. Mais maintenant, ils ont des revenus. Pensez à l'époque où vous ne touchiez pas encore un salaire régulier, où vous viviez un peu au jour le jour, et puis tout à coup, vous commencez à recevoir une belle grosse paie. La pression retombe, et votre façon de voir le monde change. Eux,
Ils veulent que leurs avoirs soient débloqués. Ça, c'est déjà en cours. Ils voulaient un cessez-le-feu permanent au Liban. Et là, on en est à peu près à 48 heures, et c'est resté globalement calme. Ils veulent aussi, vous savez, que les États-Unis lèvent leur blocus. They want the U.S. to lift its blockade. Blockade's been lifted. Le blocus a été levé. Et puis le dernier point, c'est la question du contrôle du détroit d'Ormuz. Les États-Unis disent « c'est ouvert, allez-y, tout le monde peut passer, c'est ouvert ». Mais en réalité, l'Iran a dit « d'accord, pendant les 60 premiers jours, on ne prélèvera pas de frais sur tout le monde, mais les navires devront passer par les couloirs qu'on aura définis, en partie parce que ces couloirs seront sans mines. Et même en acceptant ça, il reste des restrictions qui empêchent le détroit de fonctionner normalement. D'abord, les assurances, notamment Lloyd's, n'autorisent pas encore les pétroliers qu'elles couvrent à circuler à cause du risque de mines. Et tant qu'ils n'auront pas une certification confirmant que les mines ont bien été retirées, eh bien les assureurs ne couvriront pas ces navires contre le risque d'explosion. Et puis le Pentagone a dit en avril que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Alors qui sait? Est-ce que ça prendra vraiment 6 mois? Est-ce qu'ils peuvent le faire en 2 semaines? On verra bien. Mais il y a aussi les problèmes d'entretien de ces navires restés à l'arrêt dans le golfe Persique. Il faut les nettoyer, les remettre en état avant qu'ils puissent reprendre pleinement du service et transporter à nouveau du gaz, du pétrole, de l'hélium, enfin ce genre de choses. Et puis enfin, il y a la question de... On sait que les terminaux pétroliers iraniens vont bien. Ils ont du pétrole prêt à être chargé. Il semble que les terminaux irakiens pour le chargement du pétrole soient aussi en bon état. Ceux-là n'ont pas été endommagés. Pour le Koweït, on ne sait pas trop. Le Koweït, lui, a l'air d'avoir quelques problèmes. Les Saoudiens, peut-être aussi quelques soucis de leur côté. Le Qatar, lui, a de gros problèmes. Ras Al Khaimah a été assez dévasté. C'est vraiment suspect d'ailleurs. Oui, allez-y. Oui. Mais le point, c'est que ce n'est pas comme s'il y avait tout ce pétrole prêt à être chargé sur les navires et à partir. C'est ce dont les États-Unis ont besoin. Et c'est ce qu'ils n'auront pas maintenant. À moins que je sois agréablement surpris et que ça se débloque dans les semaines à venir. Mais quand Donald Trump a dit au G7 il y a 2 semaines, ou un peu plus d'1 semaine, qu'il nous restait 4 semaines avant d'avoir de gros problèmes, eh bien, il avait tout à fait raison. Et le problème, en fait, je pensais au début que ce serait l'essence, le prix de l'essence que les consommateurs payent. Mais non, c'est pas ça. C'est le diesel, ou ce qu'on appelle le gazole intermédiaire, celui qu'on utilise pour produire soit du diesel, soit du kérosène. Donc, à la raffinerie, ils doivent faire un choix. Ils produisent l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Ils doivent choisir, et la demande pour chacun influence le prix. Bref, le marché mondial du pétrole est encore bien déréglé. Tu sais, aujourd'hui, juste après la réunion, le sommet qu'il y a eu entre les Iraniens et les États-Unis, ils sont allés à Oman et il y a eu une rencontre entre les deux parties. Le résultat, c'est une déclaration sur le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz, approuvé par l'Iran et Oman, disant qu'ils vont mettre en place le système de redevance dont ils parlaient déjà auparavant. Mais on a aussi vu, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Marco Rubio se rendre aux Émirats arabes unis. Oui, j'ai vu certaines de ces déclarations. C'est incroyable. Je ne sais pas. Tu as vu comment ils l'ont accueilli? Non. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. D'accord. Donc cette femme, c'est probablement la chef adjointe de mission, ou bien l'ambassadrice des États-Unis, ambassadrice auprès de... C'est Oman? Non, c'est les Émirats arabes unis. Ah, les Émirats arabes unis, d'accord.
Oh, it's UAE. Okay. Just look at the guy. He's just keeping his hands back. Regardez ce type. Il garde juste les mains en arrière. Il est juste, je sais pas comment dire. On dirait qu'il connaît Marco Rubio. I don't know how Oui, to- rien qu'à la façon dont il respire. It seems that he knows Marco Rubio. Yeah. The way that he greet. Yeah. Ouais, j'adore toujours quand le type dit « Hé salope, viens, on se fait un câlin, tu vois ?» Out, you know. And he was asked by one of the Un des journalistes aux Émirats arabes unis lui a demandé « Est-ce que les États-Unis et leurs alliés peuvent garantir la liberté de navigation dans le détroit ?» Marco Rubio a répondu que c'est la loi. C'est une voie maritime internationale. Aucun pays n'a le droit d'imposer des péages ou des frais sur une voie maritime internationale. On an international waterway. Yeah. Tell that to Turkey and the Dardanelles. Oui, dis ça à la Turquie et aux Dardanelles. I mean, that's ridiculous. Franchement, c'est absurde. Marco Rubio may have Tu got sais, lost. Marco Rubio a peut-être fait des études de droit, mais il connaît rien au droit maritime. And, you know, Et bon, on peut au moins dire que c'est une zone de litige. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Mais tu vois, que ce soit légal ou pas, ils le font quand même. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour les en empêcher? Eh bien, tu as déjà essayé, et tu n'as pas réussi à les arrêter sans paralyser l'économie mondiale et subir de lourdes pertes de ton côté, Marco. One of the reasons, Larry, for me, that this L'une des raisons, Larry, pour lesquelles je pense que ce qui se passe n'est pas du théâtre politique, si on prend le cas du Liban, c'est la suivante. Imaginons que ce soit du théâtre politique. Qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment obtenir avec ça? Est-ce que ça va changer la situation dans le détroit d'Ormuz? Parce que la principale raison pour laquelle Donald Trump agit ainsi, en mettant d'une certaine façon la pression sur Israël, si on part du principe que c'est bien le cas, c'est justement à cause du détroit d'Ormuz. Oui, oui. Donc, si c'est pas le cas, c'est juste du théâtre politique. Est-ce que ça va changer la réalité du détroit? Non, I mean, it is, regardless Non, of non. whether Trump says Je veux dire, peu importe que Trump dise que c'est ouvert ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres problèmes, disons, structurels. Ou alors, revenons à l'objectif. Retrouver une situation où l'on pouvait avoir 100-120 navires par jour traversant le détroit d'Ormuz, transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié, du soufre, de l'urée, de l'hélium, et puis d'autres marchandises livrées dans les ports d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït, et ainsi de suite. Eh bien, on n'en est pas encore là. Et la perturbation, encore une fois, la façon dont les médias occidentaux en parlent, ils aiment se concentrer sur un seul aspect. Ah, c'est le pétrole. Et le gaz naturel liquéfié, alors. Ils n'en parlent pas. Et encore une fois, les conséquences économiques de tout ça. On a déjà vu ce que provoque l'arrêt de l'approvisionnement en hélium, qui est essentiel à la fabrication des puces électroniques. which is critical for making computer chips. So now there's not enough helium. Alors maintenant, il n'y a plus assez d'hélium, on produit moins de puces mémoire. Et Apple annonce que le prix de l'iPhone va augmenter de 2 à 300 $ par appareil. Waouh, c'est une énorme hausse. Mais c'est le coût, tout simplement. C'est à quel point ces puces sont devenues plus chères. Donc déjà là, on voit une poussée inflationniste provoquée par la hausse du prix des intrants de base. Et on n'a même pas encore parlé des effets sur l'approvisionnement alimentaire mondial. À cause de cette pénurie de 4 mois d'urée et de soufre, des éléments essentiels à la fabrication des engrais. Et ça va pas se résoudre dans les 4 ou 5 prochaines semaines non plus. Donc en fait, beaucoup de tout ça, c'est le théâtre politique dont vous parlez, où certains aiment faire semblant que « Oh, le détroit est ouvert, tout va bien, l'approvisionnement en pétrole est parfait, et on peut juste reprendre le travail. » Moi, je dis que ça marche pas comme ça. Il semble que du côté iranien, on pense que l'explosion au Qatar, dans cette installation pétrolière, était une sorte d'opération. Ils disent qu'une explosion d'une telle ampleur
ne peut pas être simplement due à un problème technique. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Miranda. Il a dit que, selon les estimations, enfin, la perception du côté iranien, c'est que les services de renseignement pensent que comme le Qatar joue en ce moment un rôle très important, Larry, dans la façon dont il facilite la communication entre l'Iran et les États-Unis, les Iraniens ont perçu cela comme une gifle pour le Qatar, parce que Israël pourrait vouloir punir le gouvernement qatari. Oh, yeah. Well, it's fascinating. I was listening Ah oui, oui, earlier to one c'est of fascinant. the- J'écoutais tout à l'heure un de ces... Dieu me pardonne, je regardais Fox News, mais j'écoutais un de ces commentateurs, un de ces types de Washington, disons, les habitués du système. Et ce gars-là se mettait à hurler contre le Qatar. Ils soutiennent le Hamas, c'est un État terroriste. Et là, j'avais envie de lui dire, mec, tu te rends compte que le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine de la région et qu'il nous laisse y être? Et tu te rends compte qu'ils ont offert au président Trump un énorme avion pour remplacer Air Force One. Donc bon, ce ne sont pas exactement nos ennemis. Mais alors, ce type, et on entend la même chose à propos de Tucker Carlson, il prend de l'argent du Qatar. Tucker Carlson for he's taking money from Qatar. And yeah, Qatar supported Hamas because they allowed Oui, Hamas to le live Qatar a soutenu le Hamas parce qu'ils ont accepté que le Hamas vive à Doha. by both the United Et ils l'ont fait à la demande des États-Unis et d'Israël. Donc ils l'ont fait. Et maintenant, ils se font taper dessus pour avoir fait exactement ce que l'Occident leur avait demandé. Oui, ils sont un peu en colère contre les États-Unis à cause de l'hypocrisie de notre politique. Mais Dropsite News a publié hier soir qu'en réalité, le Qatar prend la tête sur ce dossier et que le Pakistan passe au second plan. Les Pakistanais, eux, n'y croient pas du tout. Et même si clairement le Qatar joue un rôle important, il ne remplace pas le Pakistan. Parce que le Pakistan est aussi en train d'aider à mettre sur pied cette alliance militaire régionale. Of helping pull together this regional military alliance. Qatar is, they have no role to play in that. Le Qatar, ils n'ont rien à faire là-dedans. Et tu m'as envoyé la vidéo TikTok du ministre des Affaires étrangères du Qatar qui fait « Oh non mec, moi j'adore J.D. Vance. J.D. Vance, c'est un super ami à moi. » Tu vois, avec un accent comme s'il venait de la Jamaïque. Mon Dieu, pathétique. L'image, c'est ce qu'elle est. Tu veux vraiment nous faire croire que tu étais tellement à côté de la plaque que tu n'avais aucune idée que la vice-présidente était juste là? Sérieusement? Tu veux qu'on gobe ça? Moi, j'y crois pas une seconde. Ils envoient un message subtil, mais ensuite ça revient à « Oh non, j'adore J.D. Vance. Je suis tout le temps avec lui. » On a encore parlé tout à l'heure, on est super proches comme ça. Tu as vu comment J.D. Vance a réagi avec lui? Qu'est-ce qui se passe là? Le gars ne me regarde même pas. Je croyais que tu m'aimais. I thought you loved me. Je veux dire, le Qatar joue un rôle important. On ne peut pas minimiser ça. Et encore une fois, le Qatar a aussi, on en a déjà parlé, cette relation avec l'Iran. Vous savez, j'oublie pourquoi les Saoudiens et les Émiratis se sont fâchés contre le Qatar, c'était en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Apparemment, à cause des relations du Qatar avec la Turquie, ils étaient très proches, ce qui agaçait un peu les Saoudiens, et puis à cause du soutien au Hamas. Là encore, le Qatar avait été sollicité pour jouer ce rôle. Et souvenez-vous, Israël finançait le Hamas dans le but précis de saboter toute perspective de véritable négociation de paix. Donc vous voyez, le Qatar a bien compris qu'aucune bonne action ne reste jamais impunie, ça c'est sûr. Je pense que la ligne dont vous parlez, cette idée d'attaquer ou ce récit d'attaque contre le Qatar est bien réelle. J'ai vu beaucoup de ces podcasts pro-israéliens et en gros, ils s'en prennent au Qatar. Ils disent que le pays achète beaucoup d'influence à Washington. Ils ont clairement peur. Et c'est pas seulement le Qatar.
La Chine aussi investit énormément dans les universités américaines, dans des programmes de recherche dont ils parlent souvent. Mais quand il s'agit du Qatar, on a vraiment l'impression qu'ils le considèrent comme l'un des principaux ennemis d'Israël. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que sur le plan militaire ou économique, je n'ai vu aucun mouvement particulier de la part du Qatar. La seule explication possible, c'est peut-être leur rapprochement avec l'Iran ou avec ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Ils apportent un certain soutien aux Palestiniens, peut-être même au Hamas. Oui, je pense que c'est surtout le fait qu'ils aient accepté de maintenir des relations avec l'Iran et de traiter l'Iran, disons, sur un plan diplomatique, sans le considérer comme un ennemi. Oui, le président iranien Raïssi est au Pakistan. Et voici ce qu'il a déclaré, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il dit que l'Iran tend la main de l'amitié aux pays islamiques, notamment le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie, dans le but de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et de poser les bases d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Ah tiens, où est-ce qu'on a déjà entendu ça? Oui. Bon, très bien. Voilà, c'est exactement ce que Pepe et moi on entend aussi. Donc, oui, on a eu la chance d'avoir accès à au moins une personne au Pakistan, quelqu'un qui est bien placé pour savoir ce qui se passe et connaître les plans. Et nous, on ne fait que transmettre l'information. Alors pourquoi ils feraient ça? Eh bien, je pense qu'ils se servent de Pepe et de moi pour faire circuler ces infos, histoire de préparer un peu le monde à ce qui arrive. Parce que souvenez-vous, dimanche, pendant qu'Arashi, le ministre des Affaires étrangères, rencontrait J.D. Vance en Suisse, à Bürgenstock, il y avait en même temps une réunion en Égypte entre les ministres des Affaires étrangères, égyptiens, turcs, saoudiens et pakistanais. De quoi parle-t-il? Il parle de cette approche intégrative, disons, une sorte de combinaison entre le monde arabe, turc et perse, unis par l'islam, et l'islam sous deux formes, sunnite et chiite, mais avec l'idée de trouver un terrain d'entente pour bâtir une architecture régionale de sécurité. Alors pourquoi l'Iran n'était pas là? Eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères était occupé. Donc à ce niveau-là, ce sont ces 4 ministres qui se sont rencontrés. C'est le Pakistan qui orchestre tout ça, pas le Qatar. Et je pense que Dropsite News s'est un peu fait avoir en disant que le Qatar menait l'initiative. Non, écoutez, le Qatar joue un rôle important, mais ce n'est pas lui qui dirige. Cela dit, je crois que c'est un partenaire essentiel dans le processus. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur CNN. Il dit qu'un pilote américain de F-15, abattu au-dessus de l'Iran en avril, a raconté au service de renseignement qu'il avait vu un essaim de drones iraniens se déplacer ensemble en formation, ressemblant à une méduse, juste avant de s'éjecter. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce? Oui, non, c'est confirmé. Qu'est-ce que ça veut dire, comme une méduse? Bon, d'accord. Tu as déjà vu, par exemple, pour le Nouvel An chinois, ou pendant certaines fêtes en Chine, quand ils font voler des drones qui forment des images vivantes, en mouvement. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Apparemment, les Chinois étaient en Iran, en train d'aider l'armée iranienne, notamment sur la partie défense aérienne. Et dans ce cas-là, ces drones, tu vois, comme le gars disait, il croyait avoir vu une méduse. Et quelqu'un, enfin, j'avais entendu à l'époque quelqu'un faire référence à ça, en disant juste, mec, ce qu'on reçoit du renseignement, ça me fout une trouille pas possible. Il n'a rien révélé, rien de classifié. Mais je suis retourné le voir pour lui parler de ce rapport et il m'a dit oui, c'est de ça que je parlais. Donc oui, c'est bien arrivé.
So yeah, it happened. Naftali Bennett, Naftali Bennett a donné une interview. Il faisait une intervention, je ne sais pas trop, un genre d'événement, GNS, je ne sais pas ce que c'est. Mais il a dit que, pour la première fois depuis la création d'Israël, la marque Israël est devenue un facteur négatif aux États-Unis. Sans blague, vraiment sans blague. Oui, et il pense qu'il peut changer ça aux États-Unis. Parce qu'il a dit, je vais être différent, je ne serai pas Benjamin Netanyahou. Voilà le résultat de ce que Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont fait jusqu'à présent. Yeah, what a moron. The fact that he doesn't understand. Quel idiot. Le fait qu'ils ne comprennent pas. Les gens en Amérique ne détestent pas Israël à cause de Bibi Netanyahou. Ils détestent Israël à cause de ce qu'Israël fait aux Palestiniens. Franchement, je dirais même que si on mettait Naftali Bennett comme visage d'Israël, le pays deviendrait encore plus impopulaire. Vous savez, ce type croit peut-être qu'il est une sorte de rock star ou quelque chose comme ça, mais la seule chose que Bibi avait pour lui, c'est qu'il a été éduqué aux États-Unis, qu'il y a fait ses études, qu'il connaît la culture américaine. Donc il est un peu américanisé. Il sait comment séduire et flatter les Américains. Et Naftali Bennett pense que tout ça, c'est juste un problème d'image causé par Bibi. Ah non, faut pas rêver. Il a dit, nous sommes entourés de gens qui veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Et si on ne se défend pas, ces barbares vont venir, tu vois, nous attaquer et nous massacrer tous ensemble. Je pense que le cas du Liban, Larry, peut d'une certaine façon montrer la réalité de ce qui se passe dans cette région, s'il parvenait à obtenir le retrait total d'Israël. Parce que si tu quittes le Liban, personne ne viendra t'attaquer, puisque c'est l'occupation du territoire qui provoque ces attaques. Oui, non, c'est justement ce qu'ils ne comprennent pas. Écoutez, les sionistes sont des voleurs. Ils volent la terre des autres, puis ils prétendent que c'est la leur, parce que soi-disant, leur Dieu leur a dit que ça leur appartenait. Franchement, c'est un concept absurde. De quoi donner envie de rejeter la religion? Parce qu'on invente un commandement imaginaire, soi-disant donné par Dieu. D'un côté, on vient dire il y a une divinité qu'on appelle Dieu, ou, dans l'islam, Allah. Et dans d'autres religions, un autre nom. Ce Dieu aurait tout créé. Très bien, jusque-là, ça va. Il aurait créé l'homme, mâle et femelle. D'accord, jusque-là, tout allait bien. Mais ensuite, il a commencé à choisir des gens spéciaux. Il a dit en gros, certains d'entre vous sont bons, d'autres sont mauvais. Même si c'est moi qui vous ai tous créés, je préfère cela à cela. Et là, on se dit, attends une seconde, il y a un problème. Il faut quand même un peu de cohérence, non? Parce que les sionistes répètent toujours qu'il faut soutenir Israël, puisque Dieu aurait dit, si tu les bénis, ils béniront le monde entier. Si tu les maudis, il te maudira. Donc ils disent, allons avec eux. Et puis ils invoquent cette histoire d'Amalek où Dieu leur dit d'aller les exterminer. Ne t'en prends pas seulement aux hommes, aux femmes et aux enfants. Non, vas-y, tue aussi les animaux. Soyez une bande de meurtriers, c'est ça? Mais bon, c'est pas grave, parce que vous êtes avec moi. Je sais, je simplifie un peu, mais c'est tellement absurde que des gens rationnels, intelligents, puissent croire à ces bêtises. Parce que franchement, si tu crois en Dieu comme créateur, et que ce Dieu est le créateur de tous les êtres vivants, alors apprécie ces êtres vivants et embrasse le créateur. Identifie-toi à lui, à ce qu'il a créé. Tu ne cherches pas à tout détruire. Et comme je disais, on trouve toujours des excuses pour détruire. Voilà, désolé, c'était mon petit sermon du jour. Voilà. Il a dit qu'Israël n'est pas un État client, ni un État vassal. Il se berce d'illusions.
Très bien. Arrêtez de prendre notre foutu argent. Fabriquez vos propres armes. Rendez-nous les F-35. Construisez vos propres avions, vos propres systèmes de défense aérienne. Vous avez David Sling et le dôme de fer. Parfait, servez-vous-en. Rendez-nous les PAX-3 et les TAAD, même si lors de la dernière salve de missiles balistiques venus d'Iran, vous avez utilisé plus des nôtres que des vôtres, parce que votre matériel ne fonctionne pas. Larry, selon toi, lequel est le plus souverain en ce moment si tu devais choisir entre Israël et l'Ukraine? Parce que tous les deux reçoivent des armes de l'étranger. Oui, ce sont tous les deux des vassaux, tu vois. La vraie question c'est, quel État vassal est le plus menacé d'effondrement en ce moment? Ce serait l'Ukraine. Israël, lui, est toujours dans le train de l'argent de l'oncle Sam. On ne les a pas encore coupés. L'Ukraine, beaucoup moins. L'Ukraine essaie désespérément de trouver de nouvelles excuses pour convaincre l'Occident de lui donner plus d'argent, mais ça ne marche pas très bien. Larry, on dit que l'USS George H.W. Bush est toujours dans la mer d'Arabie. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a 2 porte-avions apparemment qui opèrent au Moyen-Orient. Je me souviens que quand les États-Unis ont attaqué les forces yéménites à Sanaa, ils y sont allés avec 2 porte-avions. Et en ce moment, ils en ont gardé 2 dans la région. On dirait que les autres rentrent ou partent ailleurs. Ils pourraient en envoyer un dans le Pacifique, si je ne me trompe pas. Eh bien, d'après ce que je comprends, les ordres de redéploiement n'ont pas encore été signés. Donc ce redéploiement concernera à la fois les moyens aériens, les moyens terrestres, vous savez les soldats comme la 82e division aéroportée par exemple, et les moyens navals. Une fois cet ordre signé, le processus de retrait de ces moyens de la région commencera. Tout est prêt pour ça. Mais attention, il faudra environ 1 mois, peut-être plus, pour rapatrier tous ces moyens déployés sur place. Parce qu'il a déjà fallu plus d'1 mois pour les y envoyer. Alors forcément, il faut plus d'1 mois pour les ramener. Vous voyez, il suffit de penser au temps qu'il faut à un porte-avions pour naviguer, disons, du golfe d'Oman jusqu'à la Californie. Vous savez, ça pourrait être une croisière de 3 ou 4 semaines. Combien de temps faut-il pour ramener un F-35, disons, de la Jordanie jusqu'à une base à Destin, en Floride? Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres ça fait, mais disons environ 9600 kilomètres. Le F-35 peut parcourir à peu près 960 kilomètres avant de devoir être ravitaillé. En réalité, il faut le ravitailler tous les 800 kilomètres environ. Donc sur une distance de 9600 km, ça veut dire qu'il faudra 12 ravitaillements en vol avant d'arriver à destination. Ce qui veut dire qu'il faut positionner et déployer des ravitailleurs KC-135 tout le long du trajet pour qu'ils puissent monter et ravitailler l'appareil pendant le vol. En fait, c'est surtout un problème logistique. Comment on fait revenir ces avions? Et quand on commence à voir ces appareils rentrer, ça montre tout de suite que la probabilité que les États-Unis reprennent des frappes contre l'Iran diminue nettement, parce que les moyens aériens nécessaires pour mener ces attaques ne sont plus sur place, dans la région. Et inversement, si on voyait ces avions revenir, là oui, ce serait un signe que les États-Unis se préparent à tester quelque chose. Donc c'est un peu comme observer la météo. Est-ce que les feuilles changent de couleur? Est-ce qu'elles commencent à bourgeonner? Autrement dit, est-ce que les avions partent ou est-ce qu'ils reviennent? Oui. Je pense, Larry, que tu parlais. On évoquait l'Iran et la structure de sécurité de la région.
Mais ce n'est pas seulement une question de gouvernement dans la région. Toi et moi, on parlait aussi du rôle de la Russie et de la Chine, qui agissent un peu en coulisses. Et voici ce que Lavrov a dit à propos de la relation entre l'Iran et les pays du CCG, les États arabes. Ce serait une erreur si les pays arabes commençaient à s'unir contre la République islamique d'Iran. Et grâce à Dieu, pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'aimerais aussi souligner que le vice-président J.D. Vance, après sa rencontre avec l'Iran, à laquelle participaient le Pakistan et le Qatar, à Bürgenstock, en Suisse, a déclaré, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais il a dit quelque chose comme « Nous avons besoin d'un accord régional ». Et je pense que c'est une chose positive. Voilà, cet accord de sécurité régionale. Hein. Vous vous souvenez, Poutine en parlait il y a 2 mois, juste après la visite d'Arachi à Moscou. Ensuite, Arachi est allé à Pékin, il a rencontré Wang Yi, et Wang Yi a parlé de sécurité régionale. Oui, donc c'est quelque chose de concret, c'est pas une idée théorique, c'est vraiment en train de se passer. Je pense qu'on a affaire à des esprits vraiment sérieux. Quand le président iranien parle de cette façon, on voit bien que le Qatar et l'Arabie saoudite prennent la situation très au sérieux. Et je ne sais pas quelle est votre perception de la Chine, parce que la Chine agit plutôt en coulisses. Ça fait longtemps que je n'ai rien entendu venant d'eux. La dernière fois qu'ils ont évoqué le cas de l'Iran, ils ont dit que les États-Unis devaient respecter la région. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent entretenir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, avec tout le monde dans cette région. C'est vraiment essentiel pour eux. Tu te souviens, à l'école, de ce camarade qui faisait toujours le clown en classe, qui cherchait sans arrêt à attirer l'attention? Et puis, à l'inverse, il y avait toujours un élève, et c'était sans doute toi, qui ne faisait pas de vagues. Tu faisais ton travail tranquillement, tu le faisais bien, tu étais un élève performant. La Chine, c'est un peu pareil. Elle ne sort pas en disant « Hey, regardez-moi ». Me voilà, parce que je suis terriblement en insécurité et j'ai besoin que tu me dises à quel point je suis formidable, juste pour me sentir un peu mieux dans ma peau. Non, les Chinois, eux, c'est plutôt « on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche à obtenir. Et on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. On en parle seulement à ceux qui ont besoin de le savoir. On ne va pas, tu vois, le brandir devant tout le monde. » Pour moi, c'est comme ça qu'ils mènent leurs affaires, de manière très discrète, très professionnelle, sans, tu vois, le style Donald Trump du genre « je suis le meilleur ». J'ai fait ça, j'ai fait ceci. On parle beaucoup du programme nucléaire iranien. J.D. Vance a dit qu'on allait envoyer des inspecteurs là-bas pour vérifier les installations iraniennes, du côté des Iraniens. Mais vous voyez, le ministre des Affaires étrangères d'Iran a dit que ce n'était pas le cas. Il faut d'abord parler de la première ligne, de la première clause, de la deuxième, de la quatrième et de la cinquième. Et ensuite, on passera aux discussions sur le programme nucléaire iranien. Alors, que pensez-vous de ce programme nucléaire? Est-ce qu'ils vont le poursuivre pendant qu'on en parle, ou est-ce qu'on va le voir apparaître à la prochaine étape dans la suite des négociations? Ils ont commencé à en parler, mais moi, mon attitude là-dessus, c'est que tant que je n'entends pas les Iraniens l'annoncer eux-mêmes, je me fiche de ce que disent J.D. Vance ou Donald Trump. Tant que l'Iran ne le dit pas, ça n'arrivera pas. Et je pense que l'Iran a de bonnes raisons de dire « Écoutez, on s'est ouvert à ces inspections dans le cadre du JCPOA, et Donald Trump s'en est retiré, il l'a démoli, et ensuite,
Ces inspecteurs de l'AIEA ont utilisé des informations pour viser nos scientifiques et tuer nos gens. Donc on va être prudent avant d'aller plus loin avec tout ça. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Iran refuse de parler de son programme nucléaire ou de donner des garanties, des assurances à l'Occident pour le rassurer sur le fait qu'il ne construit pas d'armes nucléaires? Non, ils sont prêts à le faire. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Trump et Vance doivent contrer cette campagne de lobbying pro-sioniste qui cherche à faire échouer cet accord avec l'Iran, le protocole d'entente. Et pour y arriver, Trump et Vance essaient de démonter chaque argument, du genre « non, on ne leur donne pas 12 milliards de dollars ». S'ils reçoivent de l'argent, c'est parce qu'ils doivent acheter des choses chez nous. Ils doivent utiliser les dollars qu'on leur a pris, mais on va les obliger à acheter les produits de nos agriculteurs. Donc voilà, et ça c'est un mensonge. Je pense que c'est un pur mensonge. Mais c'est comme ça qu'ils présentent. Et puis, ah oui, non, on va avoir des inspections très strictes pour l'éternité, pour toujours. C'est pas comme le JCPOA qui était limité. Non, là, c'est pour toujours. Bon, c'est pas encore vrai. Pas encore. Mais je me demande, est-ce que c'est une position sur laquelle l'Iran serait prêt à négocier? D'accord, si la seule façon de vous faire baisser votre arme et de ne pas nous tirer dessus, c'est qu'on accepte des inspections permanentes. Très bien, ils pourraient accepter ça. Donc c'est encore à voir. Poutine a déclaré que la Russie était prête à engager des négociations de paix avec l'Ukraine sur la base des accords d'Istanbul. J'ai parlé aujourd'hui avec John Helmer et il m'a dit que dans ces accords d'Istanbul, il n'y avait aucune mention des drones. Or, les drones sont aujourd'hui l'un des principaux sujets de préoccupation pour les Russes. Ils s'en servent pour frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe. Pensez-vous que cela pourrait amener les États-Unis à reconsidérer leur position? On sait que les Européens sont, d'une certaine manière, les principaux soutiens de l'Ukraine en ce moment. Les États-Unis, eux, sont un peu moins présents sur le plan politique. Je ne comprends pas bien. Vous dites que Poutine aurait dit qu'il était prêt à négocier sur la base de l'accord d'Istanbul. Oui, je ne vois pas comment ça peut être vrai, parce qu'il est déjà allé au-delà de cet accord. L'accord d'Istanbul, c'était que la Russie rende Donetsk et Luhansk à l'Ukraine. Peut-être qu'il a dit que c'était basé sur les accords d'Istanbul. Peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, je pense que ça doit être une erreur de traduction. C'est possible. Peut-être qu'il veut dire qu'ils sont prêts à s'asseoir et à discuter comme ils l'ont fait à Istanbul avec l'Ukraine. Et ça, c'est une chose. Mais la position russe est très très claire. La Crimée est russe. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson font partie de la Fédération de Russie. Ils ne seront pas rendus. Ils ne reviendront pas en arrière là-dessus. Donc voilà, les seules zones possibles de négociation à l'avenir, c'est que la Russie sera encore plus exigeante. En plus de ça, ils veulent Odessa et la Transnistrie, et ils vont prendre Kiev, Soumy et Kharkiv, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train d'encercler Soumy et Kharkiv, et ils terminent Donetsk. Je pense qu'ils auront probablement fini avec Donetsk d'ici la fin du mois ou la fin du mois d'août. Oui, il a dit qu'on avançait sur le champ de bataille. Oui, et que l'Ukraine n'était pas dans une bonne position en ce moment pour se mettre dans une meilleure posture en vue des négociations. Il a ajouté que plus tôt ils arriveraient à la table des négociations, mieux ce serait pour l'Ukraine. Exactement, exactement. Ils avancent sur le champ de bataille. Et je ne sais pas, Larry, où est Washington dans tout ça? Est-ce que Washington est politiquement impliqué? Est-ce qu'ils veulent vraiment s'impliquer dans les négociations avec les Russes?
Ou est-ce qu'ils veulent rejouer la même partie qu'avant? Zelensky, il vient parler avec qui exactement? Apparemment, ils vont autoriser Witkoff et Kushner à revenir pour parler à... Enfin, Vyshikov a dit qu'il revenait, ou peut-être à Kirill Dmitriev. Franchement, j'en sais rien. Apparemment, je ne sais pas ce que Poutine a en tête. Moi, je ne vais pas les rencontrer. Ils n'apportent rien. Ils n'ont tenu aucune foutue promesse. Pourquoi les voir? Qu'on leur dise de tenir leurs promesses. Quand ce sera fait, alors on se verra. D'ici là, on n'a rien à se dire. Mais bon, les États-Unis, le G7 ont fait savoir qu'ils allaient continuer à fournir du renseignement à l'Ukraine et qu'ils essayent, paraît-il, d'aider leur programme de drones. Là encore, je ne comprends pas Poutine. Les critiques de Poutine, à mon avis, ont des arguments légitimes. Mais enfin, à quoi vous pensez, sérieusement? Tracez cette foutue ligne rouge dans le sable et tenez l'Occident pour responsable. Si vous franchissez cette ligne, il faudra se battre. Vous voulez vraiment ça? On préférerait éviter, mais on vous prévient, si vous la franchissez, il faudra se battre. C'est exactement le même message qu'il faut faire passer aux Britanniques, aux Allemands, aux Français et à tout autre pays européen qui pense pouvoir encourager des attaques contre la Russie. Et c'est là qu'intervient le point soulevé par Sergueï Karaganov. Il faut rétablir la dissuasion. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas peur. Ils peuvent nous attaquer. Et ils se disent qu'on n'a rien à craindre, que les Russes n'oseront sûrement pas utiliser l'arme nucléaire contre nous. Non, vous devriez rester éveillés la nuit, les yeux grands ouverts, en craignant qu'ils nous atomisent si on ne met pas un terme à tout ça. La raison pour laquelle Washington a décidé de ne pas envoyer beaucoup d'armes à l'Ukraine depuis le début de la guerre contre l'Iran, c'est la logistique. Non, ils n'en ont pas. On ne peut pas envoyer ce qu'on n'a pas. Alors, vous pensez que si, d'une manière ou d'une autre, la situation au Moyen-Orient retrouve un peu de bon sens, ça va relancer la guerre en Ukraine? Comment ça se réactive? Il faut des troupes pour ça. Et ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas simplement les fabriquer. Et en plus, les systèmes d'armes qui ont été épuisés ne seront pas rétablis d'ici là, parce qu'ils nécessitent des terres rares que les États-Unis n'ont pas, que la Chine possède et que la Chine ne partage pas. Donc les États-Unis se retrouvent dans une impasse. Oui. Merci Larry. Est-ce que j'ai eu l'air grognon aujourd'hui? Non? Très bien mon ami. On verra bien. On verra ce qui se passe dans les prochaines heures. Exactement. À bientôt, Larry. Au revoir. Au revoir.